Bonjour à tous et bienvenue sur mon pédiatre. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la néonatologie via un sujet de TMS. On va corriger ce cas clinique ensemble, étape par étape, mais je ne vais pas me contenter de vous donner la réponse bête et méchante pour l'examen. Pour chaque question, je vais vous donner la perle clinique, l'astuce qui fait la différence entre une bonne copie et une excellente pratique au lit du malade. Donc, restez bien jusqu'au bout, c'est souvent là que se jouent les points décisifs. Je vous relis rapidement l'énoncé. Un nouveau-né à terme de sexe masculin est transféré à 30 minutes de vie pour syndrome de détresse respiratoire précoce et encombrement salivaire. Commençons par les deux premières questions. Quel est le premier diagnostic à évoquer et comment confirmer le diagnostic? Devant ce tableau d'un nouveau-né qui présente un encombrement salivaire avec une détresse respiratoire immédiate, le diagnostic est une atrésie de l'œsophage, le plus souvent de type 3. Pour confirmer, le geste est simple. On réalise un test à la sonde nasogastrique bute à 10 à 12 cm des arcades dentaires. Ensuite, on demande une radiographie thoraco-abdominale de face, sonde en place bien évidemment, qui montrera la sonde enroulée dans le cul-de-sac supérieur. Attention, le piège est de croire que la détresse respiratoire vient uniquement de la salive qui déborde, si on peut s'exprimer de tel. En réalité, dans le type 3, le plus fréquent, il y a une fissure entre la trachée et l'estomac. À chaque inspiration, le nouveau-né envoie de l'air dans son estomac, ce qui fait remonter le liquide gastrique acide directement dans ses poumons via la fissure. C'est une double agression en fait. Inondation par la salive en haut et brûlure chimique par l'acide en bas. C'est pour ça que la détresse est si sévère et si rapide. Passons maintenant à la troisième question. Donnez la classification anatomo-radiologique de cette pathologie. Il s'agit de la classification de Lad et de Gross, qui décrit 5 types principaux. Le type 1 ou A, atrésie isolée sans fissure. Le type 2 ou B, c'est une atrésie avec fissure proximale, à noter qu'elle est rare. Le type 3 ou C, c'est une atrésie avec fissure distale. En fait, c'est la forme classique 85% des cas. Le type 4, c'est une double fissure. Et on va terminer avec le type 5 ou E, c'est une fissure en H sans atrésie. Disons que ne vous contentez pas de réciter la liste. Ayez le réflexe radioclinique sur votre cliché. Une fois que vous avez vu la sonde bloquée au haut, votre œil doit immédiatement scanner l'abdomen. Y a-t-il de l'air dans l'estomac? Si oui, c'est une fistule distale, c'est-à-dire de type 3. Le chirurgien sait à quoi s'attendre. Si non, c'est-à-dire un abdomen plat ou blanc, attention, danger. C'est probablement une atrésie de type 1 sans fissure. Pourquoi si c'est important? Parce que dans ce cas-là, l'écart entre les deux bouts de l'œsophage est souvent immense, un long gap. La chirurgie sera beaucoup plus complexe, parfois impossible en un temps. Ce simple coup d'œil change toute la stratégie thérapeutique en fait. Passons maintenant à la quatrième question. Quelles sont les pathologies associées à rechercher? Il faut rechercher le syndrome Vacterl. V comme vertébrale, anal, notamment les perforations, cardiaque, trachéale, œsophagienne, telles que l'atrésie elle-même, rénale et tout ce qui est relationnel aux membres, tels que une agénésie du radius. On n'oublie pas non plus le syndrome Charge ou les trisomies 18 et 21. Concernant Vacterl, c'est bien pour la mémoire, c'est bien pour la mnémotechnique, mais dans la vraie vie, il y a une hiérarchie. Une fois le diagnostic d'atrésie œsophagienne posé, votre priorité absolue, c'est la lettre C. Pourquoi? On cherche d'abord la lettre C parce que la cardiopathie congénitale est le facteur qui tue. Une malformation vertébrale, elle pourra attendre. Une malformation cardiaque grave, non.
Donc, avant même d'envoyer l'enfant au bloc, le premier réflexe doit être l'échographie cardiaque. Elle conditionne le pronostic vital immédiat et l'anesthésie. Question numéro 5. Donnez la classification pronostic. On cite historiquement la classification de Waterstone, basée sur le poids, qui est inférieur ou supérieur à 2,5 kg, et la pneumonie. Mais aujourd'hui, on utilise surtout la classification de Spites. Waterstone date d'une époque où la réanimation était balbutiante. Aujourd'hui, on sauve des tout petits poids. C'est pour cela que Spice est plus pertinente. Elle divise les patients en fonction du poids, seuil à 1500 g, et surtout la présence d'une cardiopathie majeure. En résumé, en 2025, c'est le cœur qui dicte le pronostic. 6e question, citez les armes thérapeutiques. La prise en charge se fait en 2 temps, une mise en condition et un volet chirurgical. En tant que pédiatre, notre rôle crucial se joue avant le bloc. Le détail technique qui montre que vous maîtrisez le sujet, c'est la sonde de Replogle. Ne dites pas juste sonde d'aspiration. La sonde de Replogle est un dispositif spécifique à double courant d'air qui empêche la sonde de ventouser la muqueuse, ce qui la boucherait. C'est la seule façon de garantir une aspiration continue et efficace de la salive pour protéger les poumons en attendant le chirurgien. C'est le geste qui sauve les poumons. Récapitulons donc. Concernant le diagnostic, c'est la sonde qui bute plus la radio. Réflexe à ne pas rater, regardez l'air dans l'estomac. Ça va nous aider pour typer la fistule. L'urgence, c'est l'écho-cœur. Pronostic. Le geste clé, c'est la sonde de Replogle bien réglée. Attention, il y a un piège que seul un très bon clinicien évite, le syndrome de la sonde qui passe. Imaginez un nouveau-né tous à chaque tétée, s'étouffe et a le ventre ballonné. Pourtant, votre sonde nasogastrique descend parfaitement dans l'estomac et la radio, elle est normale. Tout le monde est rassuré. Ouf, ce n'est pas une atrésie. En fait, c'est là que vous faites la différence. Le fait que la sonde passe n'élimine pas tout. Vous êtes peut-être face à une fissure en H, c'est-à-dire type E. C'est la forme rare où l'œsophage est continu. Donc, la sonde, elle va naturellement passer. Mais il existe un petit pont entre la trachée et l'œsophage qui laisse passer le lait dans les poumons et l'air dans l'estomac. C'est un diagnostic traître, certes, souvent retardé de plusieurs semaines. Comment le prouver? Puisque le test à la sonde est faussement normal, il faut demander un pullback œsophagogramme. La technique est précise. On injecte un peu de produit de contraste dans l'œsophage tout en retirant tout doucement la sonde vers le haut, sous scopie. On cherche la fuite de produit vers l'avant qui dessinera un H. Mais là, je vous entends bien derrière votre écran, vous vous dites « Mais vous vous contredisez, docteur. Vous nous avez dit lors d'un précédent cas clinique, jamais de produit de contraste. » C'est l'exception en fait, qui confirme la règle. Mais pour ne pas léser le poumon, jamais de barite, utilisez uniquement un produit hydrosoluble, injectez une toute petite quantité ce contrôle direct. Donc, retenez bien, devant des troubles respiratoires persistants, une sonde qui passe n'élimine pas la fissure en H. C'est ça, la vraie finesse clinique. Voilà pour ce cas clinique, vous avez maintenant la réponse théorique pour valider votre examen, mais aussi les réflexes pratiques pour assurer en garde.